Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour la famille et bon dimanche. Bienvenue Papa Patrick Bolima à Kisangani et à Paulin Nauchu toujours à Kisangani. Aujourd'hui, nous allons aborder en profondeur la situation actuelle du Congo. Vous découvrirez comment les États-Unis ont planifié la résolution d'une crise qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer au Congo. Comme on dit, seul Dieu ne change pas, mais l'homme a la capacité de changer. Aujourd'hui, nous en avons un exemple avec les Américains qui cherchent à corriger les erreurs de leur planification. Depuis la création de l'État indépendant du Congo jusqu'à présent, il est important de noter que le changement de position des États-Unis concernant la situation au Congo n'est pas anodin. Cela représente une prise de conscience après plus de 60 ans d'indifférence envers ce qui se passe au Congo. Les États-Unis n'ont jamais été une puissance coloniale, car une colonie ne colonise pas. Mais en ce qui concerne le Congo, les États-Unis semblent être un colon discret. Par le passé, ils n'ont jamais eu à déplorer de pertes humaines liées à la nation que nous appelons aujourd'hui la RDC. Alors bienvenue chers ambassadeurs de Dieu. Pasteur Shegombala à Kinshasa, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Paulin Ilunga à Kamako, Pasteur Bernard Mafi Kanzola-Messo à Chikapa, les évangélistes Robert Mongiro et José Moussa, tous à Kinshasa, Pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara, you are the light that illuminates the paths of those who are lost. Thank you for everything. À l'époque, les États-Unis n'étaient pas la superpuissance qu'ils sont devenus. Leur armée n'était pas la plus puissante au monde, ayant un effectif relativement réduit par rapport à la Russie, qui était alors la première puissance militaire avec l'Union soviétique, connue sous le nom du RSS. Pendant que les Russes exerçaient leur domination mondiale sur le plan militaire, les Américains se concentraient sur d'autres stratégies, notamment le contrôle des nations colonisatrices qui s'emparaient de certains continents, en particulier l'Afrique. Monsieur Willy Claude Mpandamadi à Goma. Celui qui ne peut pas frapper fort apprend à frapper malin. Les États-Unis n'avaient pas la plus grande armée, mais ils avaient déjà compris que la guerre ne se gagne pas seulement avec des fusils. Bref, pendant que l'URSS montrait ses muscles, les Américains montraient leur cerveau. Ils ont infiltré les colonisateurs, contrôlé les routes commerciales et posé les bases de leur futur empire. Résultat, l'URSS dominait militairement, mais les USA préparèrent déjà la domination économique et politique. Comme on dit, le petit qui réfléchit finit par dépasser le grand qui dort. Les Russes, malgré leur puissance à l'époque, n'ont jamais eu de politique de colonisation. Ils n'ont pas colonisé de pays dans le monde, même avec l'une des armées les plus fortes. Est-ce que c'est dû à un manque d'ambition ou de volonté? Alors que les pays européens de l'Ouest, aujourd'hui regroupés dans l'Union européenne, se partageaient en l'Afrique, la Russie, à l'époque de l'URSS, possédait le plus grand territoire en Europe, incluant toutes les républiques de l'Est. Un empire qui finira par s'effondrer quelques décennies plus tard. Bonaventure Amici Mwenga. Celui qui garde trop pour lui finit par tout perdre. La Russie avait un territoire immense, mais elle n'a jamais colonisé au-delà de ses frontières. Était-ce sagesse ou manque d'ambition? Bref, pendant que les Européens découpèrent l'Afrique comme un gâteau, l'URSS se contentait de son immense empire. Résultat, ce géant s'est effondré sous son propre poids. Leçon. Parfois, vouloir tout garder pour soi, c'est comme stocker trop de manioc sans le vendre. Ça pourrit avant d'être mangé. C'est pourquoi l'on peut observer qu'aujourd'hui encore, la Russie n'a pas recours à la coercition sur certaines nations comme le font les Américains, qui imposent leur monnaie sur la scène mondiale en établissant des partenariats avec les pays du Golfe pour maintenir leur hégémonie. Cela a permis aux États-Unis d'avoir un monopole sur le système bancaire utilisé par toutes les nations, car ils ont réussi à faire de leur monnaie la plus influente au monde, inégalée par aucune autre. Gomer Ngoma, celui qui tient la monnaie tient le monde. Les Américains ont compris que la vraie arme, ce n'est pas le fusil, mais le dollar. Bref, pendant que la Russie évite la coercition, les USA imposent leur monnaie partout. Résultat, même les pays du Golfe, riches en pétrole, doivent passer par le dollar pour vendre leurs ressources. Le monde entier est piégé dans un système bancaire où Washington est le caissier. Et quand le caissier décide de fermer la caisse, tout le monde reste à jeun. Vous comprendrez,
Ainsi pourquoi les sanctions américaines peuvent déstabiliser des pays. Ils détiennent un monopole sur les flux monétaires à travers le monde. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une nation ou un individu est sanctionné par le Trésor américain, cela représente un coup fatal. Grégoire Sombolaï à Kinshasa, celui qui coupe l'eau coupe la vie. Les sanctions américaines, ce n'est pas une simple punition, c'est une strangulation économique. Bref, quand le Trésor américain bloque vos flux financiers, c'est comme couper l'eau d'un village, tout s'arrête. Les pays sanctionnés deviennent des fantômes économiques, incapables de respirer. Voilà pourquoi ces sanctions sont fatales. Elles ne tuent pas avec des balles, mais avec des banques. En exerçant une influence sur les pays du Golfe tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït et d'autres grands producteurs de pétrole. Cela leur permet d'imposer leur politique étrangère à d'autres nations. Dans ce contexte, il y a une alternative. Soit vous adhérez à leur vision du monde, soit vous êtes écrasé. Titi Chilumba, en Namibie, celui qui tient le robinet d'huile tient la lampe. Les États-Unis contrôlent les pays du Golfe, et donc le pétrole. Bref, ils imposent leur politique étrangère comme un marchand impose ses prix. Les nations n'ont que deux choix, adhérer à leur vision ou être écrasées. C'est comme un marché où un seul vendeur fixe le prix du manioc. Si tu refuses, tu restes affamé. Le monde est obligé de suivre, car sans pétrole, aucune lampe ne s'allume. Actuellement, des pays comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes, qui détiennent plus de 60% des réserves pétrolières mondiales, sont en grande partie sous l'influence des États-Unis. Ainsi, pour accéder aux ressources de ces nations, il est impératif d'utiliser des dollars américains. Cette stratégie de contrôle a été habilement mise en place par les Américains pour empêcher toute autre nation de redevenir une puissance économique ou militaire, comme cela avait été le cas avec la Russie par le passé. Sosten Kassanzu à Kinshasa, celui qui tient le carburant tient la route. Avec plus de 60% des réserves pétrolières mondiales sous influence américaine, le dollar est devenu le passeport obligatoire pour accéder au pétrole. Les USA ont verrouillé le système. Pas de dollar, pas de pétrole. Cette stratégie empêche toute autre nation de redevenir une puissance, comme la Russie l'avait été. Le monde roule au rythme du dollar et ceux qui refusent restent garés sur le bas-côté. Leçon. Dans cette course, les Américains tiennent le volant et le carburant. Le monopole américain sur les affaires internationales aujourd'hui s'explique par le fait que les Russes, avec leur vaste territoire comprenant des pays qui sont désormais l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie, entre autres, ont laissé croire que l'Union soviétique perdurerait indéfiniment. Cependant, la guerre menée par les nazis a entraîné l'effondrement économique de l'Union soviétique, permettant aux États-Unis d'encourager les États fédéraux soviétiques à rechercher leur indépendance, consolidant ainsi leur propre domination économique et militaire. Issa Limbala. Quand le géant trébuche, le voisin prend sa place. Les Russes pensaient que l'Union soviétique serait éternelle, mais la guerre et l'effondrement économique ont ouvert une brèche. Les Américains ont sauté sur l'occasion comme des commerçants, flairant une bonne affaire. Ils ont encouragé les États fédérés à se détacher, consolidant leur propre domination. Résultat, l'URSS s'est effondrée et les USA ont planté leur drapeau sur le sommet du monde. Leçon. Dans la géopolitique, celui qui tombe laisse toujours son trône à celui qui attend patiemment. Ainsi, de nos jours, les ressources présentes dans certains pays sont contrôlées par les États-Unis, qui se réservent le droit de décider de l'utilisation de ces richesses. Il est généralement admis que vous possédez vos propres ressources. Mais il faut savoir que les Américains ont les droits à celles-ci, que cela vous convienne ou non. Ils imposent des règles strictes. Vous pouvez choisir de vous y conformer. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation difficile. Franklin Iron Amoanda. Celui qui tient la clé décide qui entre. Les États-Unis se comportent comme les gardiens des ressources mondiales. Vous pouvez croire que vos minerais vous appartiennent, mais eux considèrent qu'ils ont un droit de regard. C'est comme avoir une maison dont la porte est verrouillée par un voisin. Vous êtes propriétaire, mais c'est lui qui détient la clé. Ceux qui refusent de se conformer découvrent vite que les sanctions et les pressions sont plus lourdes que les minerais eux-mêmes. L'exemple de l'Irak avec Saddam Hussein, qui était autrefois un allié des États-Unis, grâce à son acceptation de la présence américaine sur le marché pétrolier irakien, illustre ce point. Les problèmes de l'Irak ont commencé le jour où Saddam a décidé de nationaliser le pétrole du pays. De la même manière, les Américains avaient également exercé leur contrôle sur le pétrole iranien via l'ancien président pro-américain, le Shah.
Mais la révolution iranienne, menée par Ali Khamenei, a permis à l'Iran de reprendre le contrôle de ses ressources pétrolières, entraînant le début des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Relie le roi à Brazzaville. Celui qui ferme le robinet doit s'attendre à la soif. Saddam était un allié tant qu'il laissait les Américains boire à la source du pétrole. Mais dès qu'il a fermé le robinet en nationalisant, les problèmes ont commencé. L'Irak est devenu un champ de bataille. L'Iran, avec la révolution de Khamenei, a repris son pétrole et déclenché une guerre froide avec Washington. Le pétrole est plus qu'une ressource, c'est une arme. Et celui qui ose la reprendre devient automatiquement une cible. Pour tenter de regagner le contrôle sur l'Iran, les États-Unis ont utilisé Saddam Hussein, qui a lancé une guerre contre le régime iranien d'Ali Khamenei. Cette guerre a duré 8 ans, mais le régime iranien est resté solide. Finalement, Saddam, en cherchant à nationaliser le pétrole irakien, comme l'avaient fait les Iraniens, s'est avéré être un obstacle pour les États-Unis, qui ont décidé de se débarrasser de lui de manière brutale. Quand l'outil casse, le maître le jette. Saddam a été utilisé comme un marteau contre l'Iran, mais quand il a voulu devenir propriétaire de son propre atelier, les Américains l'ont jeté. 8 ans de guerre n'ont pas brisé l'Iran, mais ont brisé Saddam. Il est passé du statut d'allié à celui d'ennemi à abattre. Dans le jeu américain, les pions sont sacrifiés dès qu'ils veulent devenir rois. La situation actuelle du Congo, un pays riche en ressources naturelles, ne pourra jamais connaître la paix tant que les États-Unis n'exerceront pas un contrôle total sur ses richesses souterraines. C'est là que réside le véritable problème du Congo. Bien que ces richesses vous appartiennent, il ne faut jamais perdre de vue qu'il existe une puissance, les États-Unis, qui doit également avoir sa part de contrôle. Celui qui tient, la machette coupe le manioc. Le Congo est assis sur un trésor, mais ce trésor attire les regards des puissants. Bref, tant que les États-Unis n'ont pas leur part, la paix restera un mirage. Les Congolais peuvent dire « ces richesses sont à nous ». Mais Washington répond « elles sont aussi à nous ». Le vrai problème du Congo n'est pas l'absence de ressources, mais l'excès de convoitise. Avant l'indépendance du Congo, lorsque Stanley a présenté le territoire congolais lors de conférences en Allemagne aux grandes puissances de l'époque comme l'Angleterre, la France et le Portugal, ces dernières n'ont pas manifesté d'intérêt pour le Congo, car elles ignoraient les richesses qui allaient être découvertes par la suite et qui allaient révolutionner la technologie mondiale. Celui qui méprise la graine regrette l'arbre. À l'époque, les grandes puissances n'ont pas vu le potentiel du Congo. Elles ont méprisé ce territoire, ignorant que ces richesses allaient révolutionner le monde. Stanley avait présenté un diamant brut, mais personne n'avait les yeux pour le voir. Aujourd'hui, ces mêmes puissances regrettent leur indifférence, car le Congo est devenu le coffre-fort des minerais stratégiques. Leçon, celui qui ignore la graine finit par envier l'arbre qui pousse chez le voisin. Le roi des Belges, Léopold II, a accepté de faire du Congo sa propriété personnelle, ce qui en faisait un domaine privé. Les États-Unis ont donné leur accord pour confier la gestion du Congo au roi belge, mais avec certaines conditions. Il devait suivre les directives américaines. L'erreur du roi, après la découverte du caoutchouc, a été d'imposer aux Congolais des amendes pour le ramassage de ce produit. Ceux qui ne respectaient pas ces règles risquaient de se faire couper les mains, ce qui a poussé les Américains à menacer de retirer la gestion de l'État indépendant du Congo au roi. Pour protéger ses investissements, Léopold II a ensuite donné la gestion du Congo à l'État belge, qui n'avait pas un colonie. Et alors ça devient Congo belge. Quand on serre trop la corde, elle finit par casser. Léopold II a voulu transformer le Congo en son jardin privé, mais son erreur fut de traiter les Congolais comme des esclaves du caoutchouc. Les amendes et les mutilations ont choqué même les Américains, pourtant habitués aux coups durs. Le roi a serré trop fort, et la corde a cassé. Il a dû céder la gestion à l'État belge. Le Congo belge est né, mais avec une cicatrice profonde dans la mémoire collective. Les Congolais, eux, ont retenu que leur sueur et leur sang servèrent de carburant aux ambitions étrangères. L'intérêt des Américains pour les ressources congolaises date de longtemps. Voilà pourquoi on appelait ça État indépendant du Congo. Après la Première Guerre mondiale, les Américains ont décidé de se procurer de l'uranium pour fabriquer une arme de destruction massive qui allait être extraite au Congo, notamment dans la région du Katanga. Celui qui tient la mine tient le monde. L'uranium du Katanga n'était pas une simple pierre, c'était la clé de la domination mondiale. Les Américains ont compris très tôt que le Congo était une mine d'or stratégique et ils ont verrouillé leur regard sur ces terres. Derrière l'appellation État indépendant du Congo, il y avait déjà une dépendance invisible, celle des grandes puissances aux richesses congolaises. Le Congo était indépendant sur le papier, mais en réalité,
il était déjà la banque minérale des empires. Les conseils d'un scientifique juif qui avait conçu cette arme nucléaire indiquaient aux Américains, notamment le président Roosevelt, de garder un œil sur le Congo s'ils souhaitaient maintenir leur statut de puissance mondiale. Ce sont donc les richesses minérales du Congo qui ont contribué à mettre fin à la guerre entre le Japon et les États-Unis suite au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Le feu qui brûle loin vient souvent du bois qu'on a pris près de chez soi. Les bombes d'Hiroshima et Nagasaki ont explosé grâce à l'uranium du Katanga. Le Congo a été la source invisible de la victoire américaine. Roosevelt avait reçu le conseil. Gardez un œil sur le Congo si vous voulez rester numéro 1. Et les Américains ont obéi. Le peuple congolais, lui, n'a jamais été consulté, mais son sol a servi à écrire l'histoire mondiale. Ironie cruelle. Pendant que les Congolais souffraient, leurs minerais servaient à imposer la paix ailleurs. Ainsi, il est évident que sans la coopération avec les États-Unis, le Congo ne pourra jamais connaître la paix. Les Américains ne tolérera jamais qu'un de leurs concurrents prenant le contrôle du Congo, ce qui menacerait leur position en tant que première puissance mondiale. Par conséquent, si vous tentez d'écarter les États-Unis des affaires congolaises, ils ne vous accorderont jamais de répit, quelles que soient les alliances que vous établirez. Les États-Unis n'hésiteront pas à utiliser les pays voisins pour compliquer votre existence, comme c'est fut avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est ce qui s'est produit avec Paul Kagame, qui a été soutenu par les Américains dans le but de maintenir leur influence sur le Congo. Le lion ne partage pas sa proie. Les États-Unis considèrent le Congo comme une pièce maîtresse de leur domination mondiale. Quiconque tente de les écarter se retrouve dans le viseur. Ils n'hésitent pas à utiliser les voisins comme instrument de chaos, comme ils l'ont fait avec le Rwanda et l'Ouganda. Kagame est devenu leur pion, leur relais pour maintenir l'influence. Le Congo, lui, est pris dans une partie d'échecs où chaque mouvement est dicté par Washington. La paix, elle dépend de la coopération avec ceux qui tiennent les cartes. Tous ceux qui ont cherché à éloigner les Américains du contrôle des ressources naturelles congolaises ont payé un lourd tribut. Lumumba en est l'une des victimes, car son nationalisme était inacceptable pour les Américains. Nous savons ce qui lui est arrivé. Mobutu, quant à lui, est arrivé au pouvoir en tant qu'allié des États-Unis, mais quelques décennies plus tard, il s'est retourné contre eux, pour la France avec François Mitterrand, et nous connaissons la suite des événements. Celui qui défie le géant doit avoir des épaules solides. Lumumba a payé de sa vie son refus de plier devant les Américains. Son nationalisme était une gifle pour ceux qui voulaient garder le Congo sous contrôle. Il est devenu martyr, preuve que s'opposer aux grandes puissances coûte cher. Mobutu, lui, a joué le jeu américain avant de se tourner vers la France. Résultat, il a fini isolé, abandonné, et son empire s'est effondré comme un château de cartes. Le Congo a appris que défier les États-Unis, c'est comme défier le vent avec une feuille. On est emporté. Alors, pour se débarrasser de Mobutu, les États-Unis élaboreront un plan pour envahir le Congo en passant par Paul Kagame et Museveni, en orchestrant un génocide au Rwanda qui forcera des millions de Rwandais à fuir vers le territoire congolais. Ce sera le début des malheurs du Congo. Quand on veut tuer le serpent, on frappe la tête. Mobutu était devenu un obstacle, et les États-Unis ont choisi de l'éliminer, en utilisant Kagame et Museveni comme instrument. Le génocide rwandais a servi de prétexte pour déverser des millions de réfugiés au Congo. Ce fut le début des malheurs modernes du pays, une invasion déguisée en crise humanitaire. Le peuple congolais a vu ses terres transformées en champs de bataille, et Mobutu a été balayé par une tempête orchestrée de l'extérieur. Alors que les Rwandais s'échappaient du génocide, les forces du FPR, soutenues par quelques experts militaires américains, mettront en place un blocus pour empêcher les réfugiés de se diriger vers la Tanzanie, l'Ouganda et le Burundi. Tous se retrouveront au Congo, dans les Kivus. C'est ainsi que les États-Unis auront semé le chaos, car les Congolais refusaient de leur donner l'accès de ressources naturelles. C'est de cette manière que Paul Kagame acquéra un pouvoir considérable. Quand on ferme les portes, la foule s'entasse dans la seule ouverte. Les réfugiés rwandais ont été dirigés vers le Congo, volontairement bloqués par le FPR avec l'appui d'experts américains. Le chaos a été semé et les Kivus sont devenus le réceptacle d'une crise fabriquée. Les Congolais, qui refusaient de céder leurs ressources, ont été punis par une invasion déguisée. Kagame a acquis un pouvoir considérable grâce à ce plan, mais le Congo a hérité d'un fardeau immense. Le peuple congolais, lui, se souvient. Ce jour-là, nos terres ont été transformées en prison pour des millions de réfugiés. Cependant, en cherchant à trop gagner, Paul Kagame perdra tout.
les démocrates américains ont longtemps soutenu l'exploitation des ressources du Congo en utilisant les pays voisins comme intermédiaires. Mais avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la situation au Congo connaîtra un bouleversement qui permettra le retour progressif de la paix. C'est ainsi que les destins de Tshisekedi et Trump se croiseront, scellant ainsi le sort de Kagame. Celui qui veut tout ramasser finit par tout perdre. Kagame a voulu jouer au grand commerçant des minerais, mais il a oublié que dans ce marché, les Américains sont les vrais grossistes. Il a misé trop gros, et maintenant il perd la mise. L'arrivée de Trump change la donne. C'est comme un arbitre qui entre sur le terrain et siffle la fin du match truqué. Tshisekedi et Trump, deux trajectoires différentes, mais qui se croisent pour sceller le sort de Kagame. Et là, ce n'est plus une partie de poker. C'est une partie d'échecs où Kagame est déjà en échec et mat. Actuellement, les États-Unis ont obtenu l'autorisation officielle d'exploiter les ressources naturelles du Congo, un objectif qu'ils n'ont jamais abandonné. En effet, l'ancien président, Joseph Kabila, avait également tourné le dos aux Américains en se rapprochant de la Chine, qui représente une menace économique pour les États-Unis, ces derniers qui cherchaient à éviter tout concurrent dans ce secteur. Par conséquent, les Américains vont désormais considérer Joseph Kabila comme un homme à abattre. Quand on tourne le dos au lion, il vous saute dessus. Kabila a cru malin de se rapprocher de la Chine, mais il a oublié que les Américains ne lâchent jamais leur steak. Il est devenu un homme à abattre, non pas avec des balles, mais avec des sanctions qui paralysent. Les États-Unis n'ont jamais abandonné le Congo, ils attendaient juste le bon moment pour revenir en force. Et ce moment est arrivé. Kabila est désormais dans le viseur, comme un joueur qui croyait pouvoir quitter la partie sans payer l'addition. Les événements récents, comme les sanctions et la volonté de nuire à Paul Kagame, résultent du fait que les États-Unis se distancient des pays voisins. Le président Tshisekedi avait pris conscience de la situation et a proposé un truc. Engageons des négociations pour officialiser les choses au lieu d'aller s'appuyer sur des individus responsables de plus de 2 millions de morts pour piller les ressources naturelles du Congo. C'est ainsi que les États-Unis vont se retourner contre Paul Kagame. On ne bâtit pas une maison sur des cadavres. Tshisekedi a compris qu'il fallait officialiser les choses, pas continuer à traiter avec des criminels. Il a mis les Américains face à leur propre miroir. Voulez-vous vraiment continuer avec ceux qui ont causé 12 millions de morts? Résultat, les États-Unis se retournent contre Kagame. C'est comme un danseur qui change de partenaire en plein bal. Kagame reste seul sur la piste, la musique continue, mais il n'a plus personne pour l'accompagner. Actuellement, les États-Unis ont les moyens légitimes de s'établir en République démocratique du Congo pour exploiter ses ressources naturelles, ce qui renforce leur position de puissance militaire et économique incontestée à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, toute personne qui s'opposera aux ambitions américaines risque d'être anéantie, une réalité que Paul Kagame peine à accepter. Néanmoins, il devra finalement s'y conformer, que ce soit de son plein gré ou non. Quand l'éléphant avance, les fourmis s'écartent. Les États-Unis ont désormais les moyens légitimes de s'installer au Congo. Quiconque s'oppose sera écrasé, et Kagame le sait. Il peine à l'accepter, mais il devra s'y conformer, de gré ou de force. C'est comme un élève qui refuse de faire ses devoirs. Tôt ou tard, le maître le rattrape. Et cette fois, le maître s'appelle Washington. Les nations voisines ont été mises en garde par les Américains, leur rappelant que ceux qu'ils ont, souvent exploités, disposent désormais d'une force de maintien de l'ordre. Ainsi, il leur est conseillé de mettre fin à toute forme de soutien aux mouvements militaires au Congo, sous peine de faire face à de graves conséquences, qu'il s'agisse de sanctions ou de pressions militaires ou politiques. Le Kenya, le Soudan du Sud et l'Ouganda ont été avertis. Kagame reste seul. Quand la pluie tombe, chacun cherche son abri. Les voisins du Congo ont reçu le message. Fini les petits jeux de soutien aux rébellions. Les Américains ont sorti le bâton. Sanctions, pression, menaces. Le Kenya, le Soudan du Sud et l'Ouganda ont compris qu'il vaut mieux se mettre à l'abri. Résultat, Kagame reste seul, comme un joueur de football abandonné par son équipe en plein match. Et seul, il ne peut plus marquer de but. Pour la reconnaissance, le président Tshisekedi est perçu chez les Américains comme un enfant protégé par sa mère qui refuse de laisser quiconque lui faire du mal. Croire que les Américains pourraient tolérer que celui qui leur a permis d'entrer au Congo soit écarté semble difficile à envisager actuellement. Comme Tshisekedi, c'est l'homme que Kagame déteste le plus au monde. Alors gardez-le, celui qui nourrit le lion ne sera jamais mangé. Tshisekedi est vu par les Américains comme leur protégé, celui qui leur a ouvert la porte du Congo.
Il est intouchable, car on ne frappe pas la main qui vous nourrit. Kagame peut le détester autant qu'il veut. Mais il devra vivre avec cette réalité. Chisekedi est gardé comme un enfant sous la protection d'une mère vigilante. Et dans ce jeu, Kagame est réduit au rôle de spectateur frustré, obligé de regarder son ennemi prospérer. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.